Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les notions sur la physiologie et le métabolisme de la mémoire? Oui, donc la mémoire, euh, si on voudrait parler d'abord de physiologie et ensuite on passerait à certaines quelques petites notions Mhm, de biochimie. mhm, Euh, donc la mémoire, en tout cas, on ne peut pas dire que le centre de la mémoire soit dans l'hippocampe, mais on va dire que l'hippocampe joue un rôle majeur dans la mémoire. C'est-à-dire, c'est pas tout ce qu'on va apprendre qui va aller dans l'hippocampe. mhm, C'est même le contraire, en fait. Toute la mémoire, en réalité, elle est dispersée partout, dans tous les organes. Là où il y a des terminaisons nerveuses, on a des bouts, des morceaux de cette mémoire qui est stockée par-ci, par-là, dans tel organe, etc. Maintenant, qu'est-ce que le système nerveux central a comme rôle ici dans la mémoire? C'est l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'encodage, la conservation et aussi la conversion du signal, d'un signal, on pourrait appeler électrique, mais aussi, qui est certainement biochimique aussi, vers un signal sensoriel, on va dire, mhm, visuel, émotionnel, etc. Tout ça. Donc, le système nerveux central en tant que tel participe plus ou moins en fonction des différents organes qu'on a dedans et en fonction des modalités aussi qu'on cherche, des modalités sensorielles qu'on cherche à mhm, mémoriser. Mais on va dire que le point culminant et le point qui va faire le lien entre tout ça et faire ressurgir le signal sensoriel au niveau de l'épiphyse, au niveau de la glande pinéale, c'est bien l'hippocampe. Alors, l'hippocampe est branché en parallèle avec un autre organite qui est l'amygdale, ou les amygdales, on va dire. Euh, L'hippocampe et les amygdales aussi sont des organites paracérébraux. Ils ne sont pas dans le cerveau, ils sont juste en dessous du cerveau. C'est comme les autres organites, le thalamus, l'hypothalamus, etc. Donc, tous ces organites qui sont juste en dessous du cerveau et qui jouent des rôles de relais nerveux. Donc, l'hippocampe va avoir cet effet de restructuration de l'information, d'encodage et de conversion du signal. mhm. L'amygdale qui est branchée en parallèle de l'hippocampe, là, elle va avoir un effet d'amplification, en fait. Amplification de quoi? Du signal qui va être mémorisé. C'est pour ça que l'amygdale est le siège, en fait, des émotions, de la peur. Donc, dès qu'on a des émotions exacerbées, Mhm. d'un coup, on a plus d'attention, on apprend plus et donc on mémorise plus. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Après, on a aussi cette notion de mémoire à court terme et de mémoire à long terme. La mémoire à long terme, elle est déterminée le soir quand on dort la nuit, quand on a des neurotransmetteurs inhibiteurs qui fonctionnent la nuit, notamment la sérotonine, la mélatonine, Mhm. le GABA. Là, on commence à mémoriser tout ce qui a été vécu pendant la journée. Et donc, ce qui va faire objet d'amplificateur, c'est-à-dire ce qui va faire, on va dire, imprégner le cerveau des expériences. Des expériences vont de toutes les façons être mémorisées dans l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient. Mais ce qui va ressurgir le plus, c'est ce qu'on a vécu avec émotion, quelle que soit Mhm. l'émotion. C'est ce qu'on a vécu avec émotion. Et là, ça va être imprégné dans les réseaux neuronaux de la mémoire. Et ça va donner tout simplement la mémoire à long terme. Maintenant, plus, bien entendu, on répète certaines expériences, plus ces expériences vont encore s'imprégner dans le réseau de la mémoire. Et bien entendu, donc ça c'est en ce qui concerne la mémoire à long terme. Et puis la mémoire à court terme, c'est la mémoire qui va nous permettre de fonctionner normalement tout au long de la journée, c'est-à-dire de ne pas, par exemple, oublier ce que je viens de dire il y a 2 minutes, par exemple, ou 10 Mhm. secondes,
voyez, donc ça permet le bon fonctionnement du cerveau. Ça me permet aussi à moi, par exemple là, de me retrouver par rapport à ce que je viens de dire il y a quelques instants et de ne pas toujours le répéter sans cesse ou de sortir du sujet, par exemple. Voilà, ça c'est la mémoire à court terme. C'est ce qui permet de tenir une conversation, par exemple, sur le court terme. Voilà. Donc ça c'est à peu près, on va dire, la physiologie de la mémoire. On peut rester là à parler pendant 24 heures sans arrêt. Il y a tout un tas de choses à dire sur la mémoire. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. C'est de synthétiser beaucoup plus. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement biochimique de tout ça, de toute cette machinerie qui est la mémoire, on a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs en fait. Et la mémoire en tant que telle, j'avais juste avant parlé de réseaux neuronaux. Vous voyez, je me souviens que j'avais parlé de quelque chose, donc là c'est la mémoire à court terme. Donc ces réseaux neuronaux en fait sont différents en fonction du type de mémoire. Bon, j'avais parlé juste avant aussi dans la réponse à ta première question sur les classifications, les différentes classifications de mémoire. Vous savez qu'au niveau du cerveau, on a des zones et chaque zone est reliée à une fonction particulière, une fonction donnée. Alors, si on cite juste un petit exemple, la circonvolution frontale ascendante au niveau du cerveau frontal, par exemple, du cortex frontal, néocortex, là on trouve tous les segments du corps, les segments articulaires et segments de l'appareil locomoteur, notamment donc les cuisses, les jambes, les pieds, la main, tout ça. Donc on le retrouve représenté au niveau de la circonvolution frontale ascendante, par exemple. Et donc à chaque portion, on va dire, du cortex cérébral, on va retrouver donc des zones qui vont faire telle fonction ou telle fonction, etc. L'audition, l'olfaction, la vision, etc. Bon, ça c'est très important à comprendre parce que ça permet de comprendre la notion de réseaux neuronaux. Donc les réseaux neuronaux, en fait, c'est par exemple lorsqu'on mémorise des savoir-faire pratiques. Je vais faire l'exemple par rapport à un sportif, par exemple. Un sportif, par exemple, un tennisman, il a la technique les différentes techniques qu'il utilise pour son sport, donc le tennis. Et ces techniques-là sont enregistrées dans un réseau. Ce réseau, il commence du cerveau vers les muscles. Et donc, on avait parlé tout à l'heure, les terminaisons nerveuses, vers les muscles qui font ce mouvement-là. Donc, tout ce réseau-là permet justement de stocker ce savoir-faire. Quelqu'un d'autre, une autre personne, ben, c'est un coureur, par exemple, ou je sais pas, un sauteur en longueur, etc., où il y a certaines techniques. Donc, on parle ici de sportifs de haut niveau. Pareil, ici également, il a une certaine technique qu'il va acquérir par la répétition, etc. Et puis, cette technique-là, elle est enregistrée aussi sur un réseau neuronal qui va aller du cerveau vers les muscles qui font ces mouvements-là, etc. Donc, pareil pour un cuisinier, il a une technique pour ça. Pareil pour un mathématicien, tout. Tout a des réseaux neuronaux, ils fonctionnent par des réseaux neuronaux. Maintenant, il y a certains réseaux neuronaux qui vont se croiser. Pourquoi? Parce que les techniques ici qui sont mémorisées ou les savoir-faire qui sont mémorisés se ressemblent. Par exemple, un sportif qui fait de la gymnastique, par exemple, pourrait très bien aussi être un très bon sportif, par exemple en athlétisme, par exemple. Un sportif qui ferait de l'haltérophilie aussi pourrait être aussi excellent en bodybuilding, par exemple. Donc, il y a donc ce croisement des réseaux. Et donc, pourquoi on parle ici de notion sur les réseaux neuronaux? Parce qu'en fait, les réseaux neuronaux, ce qui les détermine, c'est la transmission de l'influx nerveux. Et donc, l'influx nerveux se transmet par des neurotransmetteurs. Donc, comme leur nom l'indique, donc les neurotransmetteurs vont permettre de transmettre l'influx nerveux d'un neurone à un autre. Donc, ils vont permettre de tisser ces réseaux neuronaux. Donc, les différents neurotransmetteurs qu'on a et qui sont impliqués dans la mémoire, on a par exemple notamment donc l'acétylcholine.
Ici, on parle de l'acétylcholine au niveau cérébral parce qu'on en a une autre qui est au niveau périphérique, qui a une autre fonction, la contraction musculaire notamment. On a aussi la dopamine, on a la sérotonine, l'adrénaline, et puis on a quelques neurotransmetteurs aussi inhibiteurs en rapport avec le sommeil. Parce que, comme on l'avait dit au début, le sommeil est très important et ça permet de mémoriser des séquences, des expériences, des savoir-faire sur le long terme lorsqu'on dort. Et donc, notamment, si on voudrait donner quelques rôles par rapport à chaque neurotransmetteur, on a par exemple pour l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la mémoire à long terme. Donc, c'est là où ces réseaux neuronaux qui sont cholinergiques ou choline dépendants, acétylcholine dépendants, c'est là où on va vraiment stocker des souvenirs, où on va stocker aussi des apprentissages, des savoir-faire, etc. Et puis pour la dopamine, là c'est plutôt ce que j'avais expliqué auparavant, donc la mémoire à court terme. Donc la dopamine détermine en gros l'humeur, la posture, les mouvements, mais ça inclut en fait par ce biais qu'elle détermine l'humeur, ça inclut aussi la mémoire à court terme aussi, ça détermine la mémoire à court terme. Et puis on a d'autres neurotransmetteurs qui ont aussi des effets qui vont appuyer l'acétylcholine et la dopamine, donc notamment l'adrénaline. Pourquoi? Parce que l'adrénaline, on sait bien que c'est un neurotransmetteur qui détermine qui détermine l'attention, la vigilance. Donc, plus on est attentif, plus on est vigilant, donc concentré en gros, plus on va avoir plus tendance à mieux mémoriser. Et donc, ça optimise du point de vue mémoire, ça optimise l'effet des deux autres neurotransmetteurs, donc acétylcholine et dopamine, et surtout l'acétylcholine. La sérotonine, par exemple, c'est un modulateur émotionnel. Donc, comme on avait dit avant, les émotions sont extrêmement importantes pour le bien mémoriser, surtout en ce qui concerne la mémoire sur le long terme. Donc, la sérotonine est très importante là-dessus et ça permet de mieux enregistrer les informations, surtout la nuit lorsqu'on dort. Et donc, là aussi, la nuit lorsqu'on dort, on a besoin de neurotransmetteurs, non pas pour mémoriser. Les neurotransmetteurs pour mémoriser, on les avait déjà cités, acétylcholine, dopamine, adrénaline et sérotonine, mais pour mieux dormir, pour avoir cet état de sommeil qui va permettre aux autres neurotransmetteurs de fonctionner et d'activer la mémorisation. Donc là, c'est bien connu qu'on a la mélatonine pour l'endormissement et aussi pour le sommeil au milieu de la nuit, et puis le GABA également, qui est un puissant inhibiteur de tout le système nerveux, et ça permet aussi d'induire le sommeil. Donc ça, c'est, on va dire grosso modo, j'ai essayé de résumer au maximum par rapport à la physiologie et la biochimie de la mémoire, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et on ne pourra jamais parler de tout et d'englober le tout.